Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Big O Notation. Alors, dans la précédente vidéo, on a parlé de quelques petits concepts qui seront importants pour la fin de celle-ci. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas. Le lien est dans la description de cette vidéo. Au tout début de notre aventure sur les structures de données et algorithmes, on a concrètement défini un petit peu notre objectif comme en fait résoudre un problème avec une structure de données, donc comment on organise nos données, et des algorithmes, des étapes à suivre pour résoudre notre problème dans un espace donné. On a dit on c'est un peu la fusion de tout ça pour résoudre un problème et surtout résoudre le problème de la meilleure manière possible. Mais c'est là où on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on mesure en fait concrètement qu'on a réussi à le faire de la bonne manière ou de la meilleure manière. Alors, instinctivement, on peut se dire que c'est grâce au temps. Parce que du coup, si on fait un certain algorithme, on le regarde, on voit combien de temps ça va prendre. Mais ça pose plein de problèmes le temps, comme ça. Parce que ça veut dire que concrètement, vous allez devoir faire un premier algorithme, un deuxième algorithme et comparer les outputs. Et dire, ok, bon, bah en fin de compte, ça fait la même chose, mais il y en a un qui est plus long que l'autre. Dans la vraie vie, ça va pas être possible, ça. On va pas vous dire, bah non, en fait, ne fais pas des tests comme ça, enfin, fais tout de suite la meilleure solution possible, quoi. On va aussi vous dire que bah, le temps, c'est de l'argent. Et je vous parle pas simplement du fait que votre employeur il est en train de vous payer pour travailler, non, non, je vous parle surtout du fait que potentiellement, si vous utilisez des services comme AWS ou Google Cloud, etc., bah, ça coûte de l'argent de devoir faire plein d'opérations sur des millions de données potentiellement. Donc du coup, c'est pas terrible. Donc la solution pour mesurer ça, qu'est-ce que ça peut être? Ben, en fait, c'est tout simplement, mathématiquement parlant, on va pouvoir analyser un peu nos algorithmes et nos structures de données. Tout de suite, je sais que ce mot va vous faire très peur, et comme dans la précédente vidéo dont je vous ai parlé un peu plus tôt, n'ayez pas peur, on n'est pas sur des concepts très compliqués, voire même là, on va plus être sur une compréhension globale de la problématique qu'autre chose. Du coup, c'est là où la notation Big O rentre en jeu. Et on va le définir au fur et à mesure. Déjà, première chose à savoir sur cette notation Big O, c'est une analyse asymptotique. Mot plus compliqué à dire qu'il n'y paraît, entraînez-vous chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, hein, une analyse asymptotique? Bah, c'est en fait étudier la vitesse de croissance d'une fonction, si on le résume. Ceux qui connaissent un peu les maths et l'analyse pourront me dire que bah, effectivement c'est une définition un petit peu tronquée, mais pour nous, notre niveau de compréhension qu'on va avoir besoin, c'est suffisant. Donc ok, on sait que déjà, l'analyse Bigot, la notation Bigot, c'est une histoire de vitesse de croissance d'une fonction. Ok. Donc maintenant, si on prend la définition de la notation Bigot, qu'est-ce que c'est? Ça mesure la croissance théorique de la complexité d'un algorithme en fonction de la taille de l'entrée. La taille de l'entrée qu'on va noter n, pour dire n éléments, etc. etc. Ok, d'accord. Donc, de quoi on parle exactement? Parce que quand je vous parle de croissance, de la complexité, etc., de quoi on parle? En fait, il y en a deux différentes qui sont parfois liées et parfois qui ne sont pas totalement liées, qui peuvent être très divergentes, entre guillemets. On va parler de time complexity, donc le temps. Donc, quand on parle de temps, là, cette fois, c'est vraiment, on retourne à notre première supposition, hein, le temps d'exécution que ça va prendre. Et on va voir aussi la space complexity. Donc là, c'est plutôt l'espace que ça prend en termes de mémoire. Parce que parfois, il y avait des choses qui prennent beaucoup de mémoire, et des structures de données ou des manières de faire des choses qui vont prendre beaucoup de mémoire, mais qui sont très rapides. Et parfois, inversement, il y a un genre de trade-off potentiellement qui va avoir lieu. Ok, d'accord. Donc ça commence à devenir de plus en plus clair. Maintenant, passons sur de la pratique parce que les définitions, c'est très bien, mais la pratique, ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre, surtout dans des petits exemples sympas. Imaginons qu'on a ce tableau-là avec quatre entrées. Et on veut, en fait, la problématique qui nous est posée, hein, c'est de savoir s'il y a la valeur zéro dans ce tableau. S'il y a la valeur zéro, on renvoie true. S'il n'y a pas la valeur zéro, on renvoie false. Donc du coup, comment on fait? Bah, on va parcourir en fait notre tableau. On va regarder la première case. On va dire est-ce que c'est zéro? Non, bon bah c'est pas zéro. Est-ce que la deuxième case qui est à -2, bah, c'est zéro? Bah non, hein, c'est pas zéro. Troisième case, et enfin la quatrième case, et on va voir que bah, aucune de ces cases, il y a zéro, donc on va renvoyer faux. Ok, maintenant si on prend ça, en fait, on a eu quoi là? On a eu une problématique qui était de savoir si on avait un zéro. Donc ça, c'était un peu notre problème qu'on devait résoudre. On a une structure de données qui est en fait tout simplement notre tableau, donc justement avec quatre éléments dedans. Et on a notre algorithme. Notre algorithme, c'était quoi? Bah, c'était donc les étapes pour résoudre ce problème, et c'était de regarder case par case si on avait un zéro ou pas. Bon, là, on n'en avait pas.
Donc ça veut dire que là, on était vraiment dans un exemple très concret de tout ce dont on a parlé en fait récemment dans les précédentes vidéos sur cette playlist, de dire bon bah en fait on a utilisé structure de données et algorithme pour résoudre un problème. Maintenant, comment on le mesure? Bah, on pourrait se dire ok, au final, quelle est la notation big O que je dois donner en fait à cet algorithme? Bah, si on imagine un petit peu, on avait quatre éléments dans notre tableau, on a dû les parcourir. Donc on avait un n qui était égal à 4. Si maintenant j'avais eu 5 cases dans mon tableau, donc mon n aurait été égal à 5, donc j'aurais rajouté une valeur, donc ça veut dire que j'aurais parcouru pardon, de nouveau, en fait, une case de plus. Si j'en avais 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite, bah, j'aurais continué. Donc en fait, on est sur quelque chose de très linéaire. Donc c'est pour ça qu'on va dire que là, notre algorithme, il a une notation O de n. Alors, euh, tout de suite, vous allez me dire, oula, Benjamin, attends, il y a un truc que je comprends pas, parce que si, au lieu d'avoir cherché la valeur 0, j'avais voulu chercher la valeur 78, bah, au final, j'aurais trouvé à la troisième case. Et du coup, bah, en fait, est-ce que ça veut dire que c'est une autre notation? Eh ben, la réponse est non. Et même, j'ai envie de vous dire, c'est un très bon raisonnement que vous avez eu, et vous pourriez même avoir un raisonnement encore plus profond en disant, mais du coup, si j'avais cherché la valeur 9, est-ce que ça veut dire que j'aurais eu une notation différente? Parce que j'aurais trouvé instantanément à la première case, dès que j'aurais regardé la première case? Eh bien, en fait, quand on parle de Big O Notation, ça me permet d'introduire ça, c'est qu'en fait, on va parler toujours dans le pire des cas. On va toujours prendre la limite, en fait, hein, de notre situation. C'est-à-dire le worst case. À chaque fois qu'on va voir des algorithmes ou des structures de données, on va toujours parler de worst case scénario. Mais forcément, s'il y a un worst case scénario, ça veut dire qu'il y a aussi un best case scénario, une meilleure situation. Nous, dans notre exemple hein, tout bête, bah, c'est si on cherchait la valeur 9, effectivement, c'était le meilleur de nos cas, puisque c'était la première valeur. Et donc, du coup, on aurait trouvé instantanément. Donc, ça aurait été O de 1. Ça aurait été un temps constant. Mais si on parle de worst, si on parle de best, ça veut dire qu'aussi, potentiellement, on peut avoir une moyenne, un average case. Parce qu'en fait, forcément, hein, si on a un pire et un meilleur, souvent, on peut avoir un average case. Donc, dans certains algorithmes qu'on verra plus tard, hein, dans les prochaines vidéos, eh ben, on verra qu'il y a trois choses possibles. Et c'est important de bien les comprendre parce que, bah, effectivement, nous, même si on se base sur la pire des situations, on sait que potentiellement, il y a un average case. Ok. Maintenant, je vais vous introduire une autre notion. Donc déjà, premièrement, hein, juste pour vous montrer quand même sur notre cas pratique, hein, notre courbe, elle est linéaire, donc parce qu'on a une notation big O de n, puisque si on avait eu 10 éléments, si on avait eu 100 éléments, bah, en fait, notre temps, notre time complexity aurait augmenté en fonction du nombre d'éléments qu'on a dans le tableau. Et pour le coup, hein, là on est sur un exemple où les deux sont pareils, c'est-à-dire que la time complexity est O de n, mais en fait la space complexity, pardon, elle est aussi de O de n, puisqu'en fait en réalité on a aussi hein, autant de tant que la grandeur de notre tableau prend autant d'espace de mémoire qu'il faut, puisqu'on avait dit hein, dans la vidéo sur les tableaux que les tableaux c'est des petites cases de mémoire qui se suivent et qui sont réservées et bah, en fait, notre tableau, s'il est de 1 million, bah, du coup, on aura O de n de 1 million. Ok, donc là, il y a aussi une autre chose dont il faut qu'on parle. On est sur une analyse asymptotique, comme on avait dit. Donc ça veut dire que là, par exemple, si on regarde ce graphique, on pourrait dire, ok, mais en fait, là, on a deux courbes différentes d'algorithmes. Eh bien, en fait, en réalité, non. On va pas le représenter du tout comme ça. On va pas écrire quand il y a 10 n ou n divisé par 10 hein, ici. En fait, on va toujours écrire big O de n. Donc un O majuscule, hein, entre parenthèses, un n. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, on est dans une analyse où on va se rendre compte que même si partons sur le scénario où c'est 10n, hein, donc il y a par exemple 10 boucles qui se suivent, elles sont pas imbriquées, hein, parce que si c'est imbriqué, c'est pas exactement la même notation. C'est vraiment 10 boucles. On fait une première boucle, on a parcouru notre tableau, et ainsi de suite, on n'arrête pas de faire ça. Eh ben, effectivement, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bizarre parce que, en fin de compte, notre analyse, elle va être quand même longue. Mais en fait, nous, vu qu'on se concentre par rapport au nombre d'entrées, eh ben, on va drop toutes les constantes. On va prendre les constantes et on va les jeter à la poubelle. On s'en moque. Mais ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, on s'en moque. C'est pour ça que dans la définition que je vous ai donnée un peu plus tôt, j'ai mis le mot théorique. C'est parce que dans la réalité, si vous mettez 10 boucles les unes après les autres, hein, bah effectivement, votre code va être plus lent que si vous aviez tout fait, toutes vos opérations dans une seule boucle. Et c'est beaucoup mieux.
Mais l'analyse théorique de la complexité, hein, dont Big O, etc., dont on a parlé, et ben, ça, elle s'en moque. Donc souvent, enfin même tout le temps, j'ai envie de dire, vous allez jamais voir de constante, hein, dans les définitions qu'on verra dans les prochaines vidéos, encore une fois, par rapport aux algorithmes, etc., aux structures de données différentes qu'on va voir. Ok, donc on sait que là, on avait O de n. Mais est-ce qu'il existe en fait, hein, d'autres Big O notation? Et surtout, est-ce que nos structures de données, elles ont un impact si important que ça sur bah, justement la résolution de notre problème? Parce qu'on avait pu voir, hein, un peu les listes chaînées, les tableaux, la stack, etc. Est-ce que chaque structure de données comme ça, eh bien, elles ont bien une notation? Bah, la réponse, c'est oui. Petit exemple, encore une fois, on reprend notre tableau, hein, qu'on avait eu. Si on voulait aller à la troisième valeur dans notre tableau, c'est super facile. Arrêt de entre crochets 2, et j'arrive tout de suite instantanément à la valeur 78. Donc là, on va parler de quelque chose, c'est une autre notation qu'on va voir souvent, O de 1, donc c'est temps constant. Alors que si on avait pris une liste chaînée, aller au troisième élément pour pouvoir regarder sa valeur, par exemple, c'est une opération bien plus complexe, puisque on avait dit, hein, on est obligé de parcourir, puisqu'on ne sait pas exactement où dans la mémoire ils ont été positionnés. Il va falloir à chaque fois regarder le pointeur, aller dans le prochain, dans le prochain, et ainsi de suite, parce que du coup, on va devoir parcourir intégralement notre liste chaînée, et on voit que concrètement, bah là, c'est O de n. Parce que là, je vous ai dit la troisième valeur, mais si je vous avais dit la valeur 1200 et quelques, bah du coup, effectivement, dans le tableau, encore une fois, ça aurait été instantané, alors que dans la liste chaînée, j'aurais dû parcourir chaque nœud et compter, hein, d'ailleurs, à chaque fois, je dois compter pour savoir à quelle valeur je suis, sauf si dans le nœud, il y a un petit indice qui est donné. Mais du coup, à chaque fois, je vais devoir regarder et dire, ah bah voilà, je suis enfin arrivé au 1200. Donc la time and complexity est différente. Mais la space complexity est aussi un petit peu différente. Enfin bon, là, on va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a aussi des différences entre listes chaînées sur l'espace mémoire que ça prend par rapport à un tableau. C'est pas tout à fait la même chose, même si au final, c'est un petit peu plus complexe dans la pratique. Mais bon, bref. Globalement, on va retomber sur toutes ces notations-là. C'est les plus communes, hein, qu'on va voir au fur et à mesure de notre aventure sur les structures de données et algorithmes. Donc on va représenter d'ailleurs sous ce graphique-là, qui vient d'un super site qui s'appelle Big O Cheat Sheet. Vous tapez ça sur Internet, ou sinon je vous donne l'adresse, et qui est génial parce que vous allez voir, en fait, il nous donne justement, ce site Internet, bah, toutes les notations des algorithmes et des structures de données. Et comme ça, quand on va pouvoir mélanger un peu les deux pour résoudre nos problèmes, qu'on verra au fur et à mesure, et bien justement, ça va nous permettre un petit peu de pouvoir choisir la meilleure solution à chaque fois. Donc je vous encourage à aller voir ce site et ça vous spoilera peut-être un petit peu les prochaines vidéos sur de quoi on va parler, hein, concrètement au fur et à mesure du temps. Mais ces notions-là, elles sont importantes et c'est pour ça que je les ai introduites. C'est parce que c'est justement tout ce qui est factoriel, exponentiel, logarithme et autres. On l'a introduit dans l'autre vidéo, dans la précédente vidéo que je vous ai recommandée au tout début de celle-ci. Le lien, encore une fois, dans la description, sur les maths dans les algorithmes. Et c'est des maths très très simples, hein. La vidéo, vous voyez, elle dure 8 minutes, donc ça va vraiment très vite. C'est vraiment pour vous expliquer les bases et surtout pour avoir une compréhension un peu globale de l'ensemble des idées. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. À chaque fois maintenant qu'on va voir de nouvelles structures de données ou des algorithmes, hein, qui vont arriver au fur et à mesure, eh ben, on va parler de cette fameuse notation Big O. Et dans les exercices que vous allez retrouver sur des sites comme LeetCode ou autres, on va souvent vous demander bah, de faire de la meilleure manière ou de faire de différentes manières en fonction de la notation qui vous est demandée, qu'on veut, quoi. Mais ça, malheureusement, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à bientôt.